22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux faits. Le médiateur de la République a remis son rapport annuel au chef de l'État. Et incendie meurtrier en Espagne et au Portugal. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel le médiateur de la République, Dr Kassim Issa Ousmane. Ce dernier est venu donc lui remettre le rapport 2016 portant sur les activités de l'institution. Ce rapport est en conformité avec la mission assignée au médiateur de la République qui est chargé d'améliorer les relations des administrés et institutions de l'État afin d'atténuer les litiges ou contentieux. Le médiateur intervient donc pour régler à l'amiable les différends apparus et propose ses solutions. Le document remis au chef de l'État tire donc le bilan des interventions du médiateur de la République. Cette institution évite ainsi le recours à la justice et ses longues procédures en appel. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a réservé donc un bon accueil au médiateur et a suivi avec attention ses explications sur certains sujets traités. Le médiateur de la République, Dr Kassim Issa Ousmane, était entouré de ses proches collaborateurs. Et dans un mot prononcé devant le chef de l'État, le médiateur de la République, Dr Kassim Issa Ousmane, a explicité donc le travail de son institution. Je vous propose de l'écouter. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce présent rapport expose le bilan d'activités réalisées par l'institution au cours de l'année écoulée. Il présente la gestion des réclamations, les difficultés qui font obstruction aux instructions du médiateur, les recommandations formulées et les autres activités du médiateur. Pour l'année 2016, 86 nouvelles plaintes ont été enregistrées au bureau du médiateur. À ce nombre s'ajoutent 78 plaintes en instance lors de ma prise de fonction le 16 mai 2016. Donc on a enregistré un total de 164 réclamations. Sur les 164 réclamations examinées, 37 ont été traitées et clôturées et 127 restent pendantes. On constate que l'écart entre les nouvelles plaintes et celles cumulées n'est pas significatif. Cette baisse s'explique par le cumul et par le découragement de nos concitoyens lassés par du silence de l'administration. Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant qu'organe d'arbitrage, de réconciliation et autorité constitutionnelle, les médiateurs de la République contribuent à la consolidation de la cohésion sociale, à la bonne gouvernance et au renforcement de l'état de droit. Donc il serait opportun, avec votre acquiescement, de prévoir pour notre jeune institution un nouveau cadre juridique performant et conforme à notre Constitution. Une réforme institutionnelle permettant ainsi de concrétiser la consécration constitutionnelle, dotant ainsi l'institution de nouvelles prérogatives, notamment la protection des personnes vulnérables ou encore celle des réfugiés, de donner la possibilité aux médiateurs en matière d'instruction des dossiers de pouvoir mettre en demeure les autorités concernées afin de lui répondre dans un délai qu'il fixera. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, est arrivé donc ce week-end à Saint-Pétersbourg, en Fédération de Russie, pour participer à la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire. Et dans la soirée du 13 octobre, la délégation a participé à la réunion du groupe géopolitique africain pour inclure dans l'ordre du jour le point d'urgence de la République de Djibouti afin qu'elle puisse être adoptée en plénière. Par ailleurs, dans la journée du 15 octobre, c'est-à-dire hier, c'est sur invitation donc du secrétaire général de l'Union interparlementaire, Martin Chungong, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, s'est joint donc au nom du peuple djiboutien à la solidarité de la communauté internationale en vue d'appuyer la résolution accentuant et les efforts visant à faire cesser les attaques violentes contre les musulmans Rohingyas et mettre fin à la crise humanitaire au Myanmar. Toutefois, il a été décidé lors de cette concertation que la résolution présentée par l'Assemblée nationale de Djibouti sera soumise à la prochaine session de l'UIP à travers la commission paix et sécurité et aux différentes instances habilitées. Rappelons que la soirée de la cérémonie d'ouverture a été le temps d'un moment pour le chef du Parlement djiboutien de rencontrer donc le Premier ministre de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et lui transmettre les salutations du peuple djiboutien et du président de la République, Ismaël Omar Guelleh.
Sur instruction du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, une équipe médicale conduite par le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, s'est envolée donc ce matin pour Mogadiscio afin d'apporter une assistance médicale aux blessés du terrible attentat survenu samedi et qui a coûté la vie à des centaines de personnes. C'est un appareil de l'armée de l'air djiboutienne qui a été donc affrété pour acheminer hommes et matériel. L'équipe médicale est composée de chirurgiens, d'anesthésistes, de médecins généralistes et de paramédicaux. Elle emporte avec elle 4 tonnes d'équipements et de médicaments. Ali Abdillahi nous en dit plus. L'attentat survenu samedi dans un centre commercial très fréquenté près de l'hôtel Safari s'est alourdi. C'est une véritable hécatombe. Le bilan des victimes s'est élevé à 300 morts et plus de 300 blessés. Dans cette douloureuse épreuve, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé ses condoléances les plus attristées au gouvernement, au peuple et aux proches des victimes, condamnant ainsi cet acte barbare et odieux qui a visé des innocents. Le gouvernement somalien, face à l'ampleur du drame, a appelé à la mobilisation de la communauté internationale, répondant à cet appel du président Farmajo et pour apporter sa solidarité avec ce peuple frère meurtri. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a dépêché le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi. Ce dernier a tenu hier après-midi une réunion de crise en prenant à bras le corps l'instruction du chef de l'État. En effet, une unité médicale comprenant, entre autres, des médecins généralistes, des chirurgiens de plusieurs spécialités viscérales, orthopédistes et des infirmiers paramédicaux ont été dépêchés pour prodiguer des soins aux blessés de l'attentat qui a frappé la périphérie de la capitale Mogadiscio à 5 km. Cette mission médicale est dirigée par le ministre de la Santé en la personne, Dr Jama Elmi. La mission médicale a décollé de l'aéroport international d'Ambouli à destination de Mogadiscio où les blessés sont pris en charge à l'hôpital Erdogan. Le ministre de la Santé a indiqué que cette mission intervient à un point nommé, celle de porter assistance à nos frères et sœurs somaliens blessés dans cet tragique attentat. Le chef de l'État a été précis sur cette mission, dépêcher une mission médicale à Mogadiscio pour apporter des soins avancés aux victimes de cette horreur. Comme vous le voyez, nous sommes sur le tarmac de l'armée de l'air et nous nous dirigeons vers Mogadiscio, Somalie. La République de Djibouti est un pays frère de la République fédérale de Somalie et nous voudrons montrer notre soutien. Une délégation composée de 30 personnes, à la tête le ministre de la Santé et les médecins spécialistes, des médecins généralistes, des techniciens de santé, se dirige vers Mogadiscio. D'ici 2h30, 2h30, nous voulons atterrir, Inch'Allah, là-bas. Nous avons amené tous les médicaments nécessaires avec nous aussi pour pouvoir souvenir aux besoins urgents de la population de Somalie. Cela sont des instructions du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Et comme vous le savez, tout le monde le sait, c'est que depuis qu'il y a eu la destruction de la Grande Somalie, le président de la République, son Excellence M. Hassan Gouled Abtidan, Allah yarhamou, et le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, n'ont ménagé aucun effort pour soutenir nos frères somaliens pour que la paix revienne et que ce soit une paix durable. Et jusqu'à aujourd'hui, cet accompagnement est sans faille, que ce soit à un niveau national ou à un niveau international. Bien avant la mi-somme, plusieurs conférences de réconciliation nationale en faveur de la Somalie ont eu lieu à Djibouti et la principale d'entre elles, celle d'Arta, qui a duré près de 8 mois, a permis d'élaborer la constitution somalienne sur laquelle s'appuient aujourd'hui les institutions du jeune État en reconstruction. Le chef de l'État a également fait plusieurs déplacements en Somalie pour à la fois assister à la cérémonie d'investiture des dirigeants somaliens, mais pour encourager également les soldats qui participent à la pacification et la sécurisation de la Somalie. C'est donc vrai que cette assistance médicale dépêchée en Somalie n'est pas le premier acte qui va au crédit de la République de Djibouti. Alors, Ali, la République de Djibouti, donc, s'est toujours montrée, nous le savons, solidaire avec nos frères somaliens et des hommes de l'armée djiboutienne sont également au sein de l'AMISOM. Eh bien, Ahmad, le président Guelleh est la première figure politique dans le continent et au niveau international a donné une place de choix dans sa politique, dans les efforts de sécurisation de ce pays voisin qu'est la Somalie. Pourquoi donc, Ahmad? Pour rappel, la Somalie a été un élément important lors de l'acquisition de Djibouti à la souveraineté nationale, c'était en 1977.
J'ajoute également que nous partageons des liens intrinsèques avec le peuple somalien dans la langue, la culture et la religion. Dans ce vision politique, le président Guelleh n'était donc président de la République de Djibouti que 3 mois lorsqu'il a donc abordé la question somalienne. Dans sa reconstruction, c'était à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Chose rare à cette époque parce que la question somalienne a été mise de côté par la communauté internationale qui voyait en ce pays comme une nation désespérée et vouée à l'échec. La Somalie à feu et à cendre à cette époque où des chefs de guerre se confrontaient sans relâche. Ismaël Omar Guelleh a eu le courage donc d'aborder la question somalienne terrée depuis des années par des puissances occidentales. En 2000, on le sait, le président Guelleh a accueilli sur le sol djiboutien une conférence internationale à Arta en vue de rebâtir la nation somalienne et à ramener sur la table des négociations les belligérants afin de trouver une issue à cette guerre civile qui s'enlissait à cette époque. Alors que les moyens, on le sait, de notre pays a été limité, accueillir cette conférence était un défi que bon nombre de nations étrangères voyaient cette conférence comme une mascarade. Mais non, cette conférence qui a duré près de 8 mois a permis d'élaborer la constitution sur laquelle s'appuient aujourd'hui les institutions du jeune État en reconstruction. La suite, on le sait, Abdelrahim Salat Hassan a été élu comme le président, mais vite le chaos s'est installé dans ce pays. Mais il faut donc le préciser, cette conférence d'Arta avait posé le jalon des autres conférences en faveur de la réconciliation de la Somalie. Le gouvernement de transition a laissé place au fédéralisme. Là aussi, Ismaël Omar Guelleh a donné tout son poids à la nation somalienne auprès des instances régionales, voire internationales. L'image la plus spectaculaire du président Guelleh a été de le voir en plein cœur de la capitale Mogadiscio pour assister aux côtés des autorités à la cérémonie d'investiture, alors qu'aucun dirigeant du monde n'a osé mettre le pied la capitale en raison de l'insécurité. Ce geste a été un geste symbolique. S'ensuit donc d'autres dirigeants comme le président de la Turquie et les chefs des gouvernements des pays de la sous-région. Ceci donc a ramené que la Somalie puisse accueillir un sommet de l'IGAD, preuve que les efforts de la stabilisation de ce pays, certes qui a pris du temps, est sur la bonne voie. Voilà de ce qui est la bataille du président Ismaël Omar Guelleh dans ses efforts, Ahmad, sans relâche à voir un jour Mogadiscio, une capitale sans risque. Vous l'avez dit également, nos vaillants soldats sont en front au sein de l'AMISOM pour la pacification et l'éradication du mouvement islamiste Shebab qui sème donc la terreur dans ce pays depuis une décennie. On le sait, pour l'assistance sociale, lorsque ce pays de la sous-région, en l'occurrence la Somalie, est frappé par des sécheresses, le gouvernement djiboutien apporte son assistance à ce pays. Mais également, il faudrait noter que les réfugiés somaliens présents sur le sol djiboutien, leurs jeunes enfants ont été donc ouverts aux écoles de la République. Ça aussi, il faudrait le souligner. Merci Ali pour cette analyse. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé donc dimanche dernier la journée internationale de la femme rurale où des jeunes femmes se sont rendues dans les 5 régions du pays pour dialoguer avec les femmes des zones rurales. Cette action a été menée en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'appui financier de l'Union africaine. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, accompagnée donc de la secrétaire générale de l'UNFD, s'est rendue à Bandara, une localité rurale de la région du Dikil. Au cours de ce déplacement, la délégation s'est entretenue donc avec les autorités locales, le préfet de la région, le président du conseil régional, les représentants de différents départements ministériels ainsi que les départements ministériels comme la décentralisation, les affaires sociales ou encore le ministère de la Santé. La journée fut l'occasion d'apporter un soutien en matériel agricole à 30 familles de Bandara. Cette aide donc devrait permettre de renforcer les moyens des femmes rurales exerçant déjà une activité agricole, mais aussi pour celles qui souhaitent s'engager dans ce domaine. Cet effort s'inscrit dans la volonté du ministère d'autonomiser les femmes, de réduire leur vulnérabilité et d'améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs enfants. Et la journée fut aussi l'occasion de discuter avec la population locale des différentes actions menées par le ministère, notamment les mutuelles, l'aviculture, l'alphabétisation, les garderies et les crèches, mais aussi l'accès aux services sociaux de base. Et pour plus de précisions, écoutons Madame Moumina Ahmed, ministre de la Femme et de la Famille.
lagu xasuusanayay xafladii haweenka Célébration également de la journée internationale de la femme rurale, mais cette fois-ci à Ali Sabié, où la journée internationale de la femme rurale a été célébrée et instituée donc pour la première fois le 15 octobre 2008 par l'ONU. La journée internationale de la femme rurale constitue une occasion de mettre en évidence les contraintes rencontrées par les femmes rurales qui sont victimes des aléas de la nature, de la pauvreté et des conditions de vie précaires liées au milieu rural. Et pour sa part, la République de Djibouti a célébré pour la première fois cette journée le 15 octobre 2011 dans la région de Dikil. Présidée donc par Mohamed Abdi Guedi, conseiller technique de la ministre, cette cérémonie a vu la participation du premier adjoint du préfet, également du président du conseil régional, des représentants de différents départements ministériels concernés. La journée fut également l'occasion d'apporter un soutien en matériel agricole à 30 familles de Faradil. Cet octroi donc devrait permettre de renforcer et d'équiper les femmes rurales exerçant déjà une activité et qui s'inscrit dans la volonté du ministère d'autonomiser les femmes et de réduire leur vulnérabilité. La journée fut aussi l'occasion de discuter avec la population locale des différentes actions menées par le ministère. Les terrains vont bénéficier de matériel agricole. Ceci va améliorer le cadre de leur travail dans leurs champs respectifs. Actualité nationale, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil a reçu hier dans son cabinet le haut représentant des sociétés et entreprises chinoises Nicolas Wang. Ce dernier donc était accompagné de son proche collaborateur. Le secrétaire d'État et M. Wang, qui est un ancien diplomate, se sont entretenus donc du développement des infrastructures sportives en faveur de la jeunesse djiboutienne. Le ministre a remercié donc les entreprises chinoises qui opèrent à Djibouti pour leur soutien en vue de rehausser le sport et participer ainsi à l'épanouissement de la jeunesse. Rappelons que les entreprises chinoises à Djibouti ont réhabilité donc ces dernières années des infrastructures donc sportives telles que le stade Gouled ou encore le gymnase du lycée de Djibouti. Nicolas Wang a par ailleurs souligné que de dizaines de jeunes pourront être formés pour occuper les emplois à la nouvelle zone franche du PK20. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde à présent avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Donc nous allons nous rendre en Europe, au sud de l'Europe plus particulièrement, où des incendies meurtriers ont touché l'Espagne et le Portugal. Et oui Ahmed, donc de multiples incendies ont ravagé hier soir et ont fait au moins 6 morts au Portugal et 3 en Espagne. Au Portugal, au moins 440 feux se sont déclarés dans la journée principalement et dans le centre du pays. 6000 pompiers étaient donc encore mobilisés dans la nuit. La circulation a été coupée sur 3 autoroutes, dont celle qui relie Lisbonne à Porto. Alors Fardous, quelles sont les causes de cette vague d'incendie? Eh bien Ahmed, donc ces vagues d'incendie sont dues à des températures nettement au-dessus de la moyenne pour la saison et l'effet de sécheresse. Du côté espagnol, 3 personnes ont péri en Galice, dans le nord-ouest du pays où une quinzaine d'incendies ont été recensés. Des pompiers, des soldats, mais aussi des habitants se sont mobilisés pour contrer ces incendies et ces rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h. La météo annonce de la pluie et des températures plus clémentes à partir de demain. Et nous allons revenir donc sur notre très cher continent, notamment au Kenya. L'opposition a demandé la poursuite des manifestations et les partisans de Raila Odinga n'entendent rien lâcher. Et oui Ahmed, donc des milliers de personnes sont venues écouter l'opposant à Mombasa donc ce matin et il les a appelés malgré l'interdiction du pouvoir. C'est ce qu'il a dit, donc je le cite, nous ne disons donc pas de réforme, pas d'élection non plus, a-t-il martelé. Vous êtes sortis dans les rues en très grand nombre et à partir de demain, nous ferons de nouvelles manifestations plus pacifiques. Mais que réclame exactement Raila Odinga? Ce que réclame donc Raila Odinga est simple, que la commission électorale chargée de superviser cette élection présidentielle soit renouvelée. Pour l'opposition, cette commission est à la botte du président Uhuru Kenyatta, mais donc après l'invalidation du scrutin précédent à cause d'irrégularités
par la Cour suprême. Les Kenyans sont appelés à revoter le 26 octobre prochain, mais faute de réforme, Raila Odinga a donc retiré sa candidature et compte sur la pression de la rue, une pression qui n'est pas sans danger. Les manifestations ont été interdites dans les principales villes du pays et vendredi, au moins 3 personnes sont mortes dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Toujours dans l'actualité africaine, au Libéria cette fois-ci, le sénateur George Weah, légende du football, et le vice-président Joseph Boakai s'affronteront au second tour de la présidentielle au Libéria, donc a annoncé hier la commission électorale. Tout à fait, Ahmed. Donc le sénateur George Weah, légende du football et vice-président, donc Joseph Boakai s'affronteront au second tour de la présidentielle au Libéria. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, a annoncé ce matin la commission électorale. Alors Fardous, quels sont les résultats officiels, donc définitifs, obtenus par ces deux candidats à l'issue du premier tour de cette élection? Et après donc le dépouillement de 96% des bulletins de vote, l'ancien joueur de Monaco et de Paris Saint-Germain, récompensé par le Ballon d'Or en 95, est crédité, Ahmed, de 39% des suffrages. Donc le vice-président Joseph Boakai arrive lui en deuxième position avec 29,1% des scrutins auxquels ont participé un peu plus de 1,5 million d'électeurs. L'avocat donc est troisième. Les autres obtiennent donc des notes de 9,8% allant de 5%. Et pour clore donc cette édition, nous allons parler donc climat. Un gigantesque iceberg s'est détaché de l'Antarctique. C'était ce matin. Les scientifiques britanniques du projet Midas ont confirmé ce qu'ils craignaient. Un bloc d'iceberg d'une superficie de plus de 5800 km² s'est détaché de la barrière de Larsen. Ce nouvel iceberg, baptisé A68, s'est précisément désolidarisé du segment C le plus important de cette barrière de glace située sur une péninsule à l'ouest du continent austral. Cet iceberg, dont la masse serait d'1 billion, soit 1000 milliards de tonnes, pourrait représenter un danger pour la navigation. Sa superficie est comparable à 55 fois la taille de Paris intramuros. Regardez. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.